Parce que quand il y a un peu plus d'amour-propre, il y a moins de raisons de se détruire. J'ai l'impression que la société ne valorise pas l'introversion, ne valorise pas la sensibilité masculine. Et j'ai l'impression que pour être aimé, il faut que j'ai un verre à la main avec toutes ces notions de virilité. J'existe dans l'alcool. En fait, je n'arrive pas à en parler parce que dans ma famille, ou notamment avec mon papa, qui n'est pas forcément à l'aise avec ses émotions, il n'y a pas un cadre où je peux exprimer ces choses-là. Donc déjà à 12 ans, je n'ai pas les mots, mais surtout, j'ai l'impression qu'il faut que je sois fort et que je commence à mettre des masques. C'est ça, c'est le lien, c'est de créer du lien, le lien qui soigne. C'est une phrase qu'une addictologue m'a dite un jour, Micheline Clodon, qui dit que l'addiction est une maladie du lien qui se soigne par le lien. Il faut que je sois vigilant. C'est pas une forme de prison en fait, j'y gagne toute ma liberté dans cette abstinence. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Le livre de Baptiste, D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée, et l'enregistrement avec lui m'ont laissé paf, complètement paf. Oui, Baptiste nous parle d'alcoolisme, d'abstinence, de mort, de cuite, d'excès, d'émotions chamboulées, mais Baptiste nous parle avant tout de vie, parce qu'il a choisi la vie. C'est le 117e épisode de podcast, et c'est un des plus puissants. Chaque mot est pesé et vient nous toucher au plus profond. Je m'adresse à Baptiste ici dans cette intro, je fais ça rarement, mais j'avais envie de le faire. Merci de tout cœur Baptiste pour ce beau moment de partage, ces larmes, les tiennes que j'ai tenté d'accueillir au mieux. Tu es un type formidable et je suis heureuse de t'avoir croisé sur mon chemin. Continue à aider ces milliers de personnes et leur entourage qui vivent l'enfer, et le mot n'est pas assez fort, de l'alcoolisme. Je pourrais aussi utiliser le mot addiction. Trigger warning, émotion forte, même très très forte, mais ne passez pas à côté de ce podcast. Alors je vous lis la 4e de couverture. Coup du sort, coup dans le cœur, coup dans le corps. Vous savez quand ça commence, mais pas quand ça s'arrête. Cette lecture, et moi évidemment je rajoute ce podcast, vous laisseront des traces indélébiles. Ça, on peut dire qu'il est gâté, Baptiste. Une gémilité parfois encombrante, un milieu social codifié, un avenir tout tracé, pas désiré, un arrachement à son enfance anglaise, une carrière manquée dans le foot professionnel, des morts à l'appel, un trop-plein d'émotions impossibles à gérer pour cet adolescent qui choisit de se réfugier dans l'alcool. Consommé à outrance dès ses 15 ans, c'est le seul bouclier capable de lui donner l'énergie d'être un super Baptiste, un être drôle, beau et factice, doté de tous les pouvoirs, croit-il. Sauf que des années durant, l'alcool anéantit tout sur son passage, laissant Baptiste devenir le pantin de lui-même. Désarticulé par des beuveries monstrueuses, s'enchaînant chagrin, humiliation et mensonges, jusqu'à la cuite historique, celle de la question existentielle face à la peur de vivre. Boire à en mourir ou mourir de ne pas boire. Je vous laisse découvrir la suite. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Baptiste. Salut Delphine. Merci 1000 fois d'avoir accepté de témoigner pour le podcast. Alors je t'avoue que je te suis depuis longtemps. Et puis j'ai vu ce livre que j'ai dévoré. Donc je pourrais même dire que j'ai passé les vacances de Noël avec toi. C'est un sujet qui me touche beaucoup. C'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Tu sais quoi? On va commencer par des chiffres et puis après tu vas te présenter. Parce que là, tu as été très blunt dans ton livre en expliquant les chiffres de l'alcoolisme et des décès. Ben, je te laisse dire les chiffres. Oui, mais je sais plus les chiffres. Non, c'est la 3e cause de décès, mais c'était enfin, tu t'en souviens peut-être pas exactement des chiffres, mais on ne sait pas, en fait.
Donc c'est cancer, maladie cardiovasculaire et L'alcool. puis et l'alcool, ouais. Et on n'en parle pas suffisamment. Et on n'en parle pas suffisamment et on le voit partout. En fait, l'alcool cause 3 millions de morts par an dans le monde entier et 45 000 morts par an en France. Sans compter, en fait, les accidents routiers, les cancers, les autres drames qui peuvent arriver. Donc ce chiffre est potentiellement bien plus élevé que ça. Bien sûr, ouais, suicide, dépression, enfin oui, plein d'autres décès dus à l'alcool, mais pas directement. Oui, parce que tu dis à un moment dans ton livre, on finit toujours par en mourir, en fait, un alcoolisme fort. Ah bah si, oui, il y a des conséquences qui sont dramatiques, Ouais. des maladies qui se déclenchent, des cancers, et la dépression, parce que l'alcool est un dépresseur, Ouais. contrairement à ce que l'on pourrait croire. Ouais. L'alcool ne détend pas du tout, il anesthésie, et il nourrit les angoisses et les états dépressiogènes. Donc plus tu bois, plus t'es dans le mal. Ouais. Bon, alors on va recommencer un peu à zéro. Et donc, à zéro, tu vas te présenter, donc ton âge. En fait, je vais te demander de te présenter comme tu veux. Ce qui te vient là maintenant. Parce que souvent, tu te présentes comme ex-alcoolique ou abstinent. Mais qu'est-ce que tu auras envie de dire là maintenant? Je suis un passionné de foot. Je suis un passionné de musique, mais plutôt musique funk, house. Je m'isole beaucoup avec mon casque à écouter de la musique et ça me fait tellement planer. Et d'ailleurs, je suis trop content de voir que j'arrive à apprécier ces musiques que j'associais à l'alcool et que maintenant j'arrive à planer et à me nourrir de ces sons sobres et ça me fait sentir vivant. Donc je peux dire ça. J'ai 32 ans et je suis un ancien dépendant à l'alcool. J'en ai souffert, disons, de mes 15 à 24 ans. Et ensuite, à 24 ans, je suis parti vers un autre chemin, celui de la reconstruction, mais surtout de la connaissance de soi. C'est vraiment ça, hein. Ouais. C'est presque comme si tu étais né à 25 ans, en fait. Complètement. Ouais. Oui, c'est vrai que je renais et je commence à apprécier la vie. En tout cas, je regrette absolument pas d'avoir choisi la vie. En moi, il y avait certainement un feu intérieur, une énergie de vie qui était là, qui n'existait plus, ou en tout cas, je la voyais plus. J'y croyais plus. Et j'ai accepté de l'aide pour faire que cette énergie puisse se diriger vers des choses plus saines et donc à mieux apprécier la vie. Et je t'avoue que, voilà, accepter de l'aide, j'étais un peu en apnée parce que, voilà, on va reparcourir un petit peu, il y a eu quand même des grands malheurs dans ta vie. J'étais un peu en apnée, tous ces malheurs. Et puis à un moment donné, je pense que c'était vers la page 70, donc pour te dire, comme j'ai bien lu ton livre, où tu as parlé pour la première fois d'accepter de l'aide ou d'accepter de parler. Tu devais partir en Argentine et tu as accepté de parler de ta peur de l'avion. Et je me suis dit, oups, il y a une petite lumière là, je peux respirer, tu vois. Et donc voilà. Si maintenant, je te demandais de résumer en quelques mots ta période de 15 à 24 ans, qu'est-ce que tu dirais? Je suis désolée, je te pose des cols quand même. Hein, mais Elles sont très bien tes questions. Le mot qui me vient, c'est solitude, de se sentir si seul, différent, inadapté à la société, de rechercher des émotions enfantines oubliées. J'ai grandi à Londres et j'ai été très très heureux à Londres. Et en rentrant à Paris, j'ai découvert un autre monde, une perte de repères totale, et je me suis senti vraiment pas à ma place. J'arrivais pas à exister, j'ai commencé à vivre au travers des désirs des autres, à m'oublier. Et quand je découvre l'alcool, je fuis dans un monde de bisounours, un monde tout rose où je peux tout oublier la pression familiale, la pression scolaire. Et j'avais l'impression d'exister, en fait, dans l'alcool. J'avais surtout l'impression d'être libre. En fait, que tous les problèmes du quotidien, ils disparaissaient. Et je pouvais vivre dans l'intensité, dans l'euphorie des choses. Sauf qu'au fond, petit à petit, ce lien social qui au début m'a aidé, m'a isolé des autres, m'a isolé surtout de moi-même. Parce que l'alcool, pour les personnes dépendantes, c'est se nier, c'est s'oublier, c'est de l'autodestruction. Donc il y a beaucoup, beaucoup de souffrance et ouais, de la solitude. Là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Baptiste, je vais juste te demander, est-ce que tu arrives à identifier un événement déclencheur? Je retiens dans ton livre qu'il y avait des ruptures, que tu avais l'air d'être un enfant hyper heureux,
joyeux, et puis tout à coup, vers 12 ans, la vie disparaît en toi. Tu t'éteins, puis tu sombres. Est-ce que tu arrives à identifier un déclencheur ? Ça a été ce choix non choisi de rentrer en France. Ouais. Déjà ça, cette perte de repères a été... en fait, a mis en lumière un profil très anxieux et un profil hypersensible que j'ignorais. Mon hypersensibilité, j'ai mis un mot dessus à 28 ans. Mais il y a une forme de mal-être qui s'installe avec des crises d'angoisse, des insomnies qui apparaissent. Mais j'ai pas envie de... En fait, je n'arrive pas à en parler parce que dans ma famille, ou notamment avec mon papa, qui n'est pas forcément à l'aise avec ses émotions, il n'y a pas un cadre où je peux exprimer ces choses-là. Donc déjà, à 12 ans, je n'ai pas les mots, mais surtout, j'ai l'impression qu'il faut que je sois fort et que je commence à mettre des masques. Ça me parle beaucoup, mettre des masques, parce que finalement, dans l'alcool, on met des masques pour tolérer plein de choses qu'on ne tolérerait pas sobre. Mais les masques, j'ai commencé à les mettre à 12 ans. Ouais. Après, de déclencheur, vraiment, tout se fait très progressivement. C'est difficile de trouver des éléments ou des événements qui sont forts. Ça s'est fait progressivement avec la découverte de l'alcool. Et puis au début, c'était très festif, que le week-end, entre potes, entourés. Et puis petit à petit, sans que je m'en rende compte, ça prend de plus en plus de place. Après, on arrive aussi à l'événement qui a certainement embrasé beaucoup de choses. Ça a été la mort de papa à l'âge de 19 ans, qui lui représentait la figure autoritaire, les règles à la maison. J'avais peur de lui, en fait. Bon, déjà, j'étais dans une phase ado un peu en contradiction avec lui, mais néanmoins, j'essayais de le rendre fier, mais je n'y arrivais pas parce qu'on était câblés différemment. Donc moi qui voulais exprimer certaines choses, ce n'était pas forcément selon ses attentes à lui, donc je me suis un peu calqué à ses attentes. Là encore, je me mentais à moi-même, j'arrivais pas à affirmer qui j'étais. Et donc dans cette relation assez conflictuelle avec papa, quand il meurt, brutalement, d'un arrêt cardiaque, mort subite, en rentrant d'un jogging, je me dis, je vais enfin me sentir libre. Je vais enfin pouvoir faire ce que je veux, dire ce que je veux. Sauf que tout ça, c'est associé à l'alcool. Et donc, j'ai pas de honte à dire ça, mais sa mort, en fait, a libéré quelque chose en moi et a libéré beaucoup de conso, plus de sorties, plus de moments alcoolisés, parce que pour moi, c'était ça, la vie. L'alcool avait pris déjà beaucoup de place. L'alcool dictait toutes mes envies. Et en fait, ma vie était associée à l'alcool. Donc, toutes mes joies étaient alcoolisées, mes peines étaient alcoolisées, mes angoisses étaient alcoolisées. Tout. Ouais. Ouais. Oui. À partir de 19 ans, finalement, peut-être qu'on rentre un peu plus dans ce que l'on caractérise comme l'addiction, la maladie. À partir de 19 ans, ouais. Est-ce que tu peux juste dire, est-ce que c'était aussi le fait que tu sois l'aîné, enfin il y avait 2 aînés quelque part, donc la fratrie de 5 fils, 2 aînés, et c'était ça aussi la difficulté d'être l'aîné aussi et de porter cette tradition familiale. Est-ce qu'il y avait un poids ? Est-ce que ton jumeau, dont tu parles beaucoup, ton vrai jumeau, il a ressenti ça aussi ou il était peut-être plus dans le moule ? Marin est anxieux et hypersensible comme moi. Oui, en fait, vous avez on a les mêmes gènes. Oui. En fait, on a créé une bulle avec mon frère jumeau. On se suffisait à nous-mêmes et on était dans notre bulle. On laissait personne rentrer. Enfin, on laissait pas papa rentrer. On était un peu à l'extérieur des autres frères. On avait nos propres trucs à nous. Et je pense qu'on a un peu refusé ce rôle d'aîné parce que notre monde à nous suffisait. D'ailleurs, j'ai un peu bossé ça en thérapie, c'est assez intéressant. Quand on demande de suivre comme un mouton, en tout cas de suivre les règles de la société, je suis assez heurté par ça parce que j'ai déjà mon monde avec mon frère jumeau, mes règles, et je me satisfais dans ce cadre-là. Donc en plus, rajouter d'autres règles, comment fonctionne le monde, de vivre en société, ça me heurte. Et donc là aussi, pourrait expliquer la consommation d'alcool, c'est de tolérer ces nouvelles règles alors que je n'en ai pas forcément envie parce que tout fonctionne déjà si bien avec mon frère jumeau. Donc pour tolérer tout ça, pour accepter de vivre dans un milieu où je me sens totalement inadapté, j'ai bu. Ouais. Et tu sais, il y a un truc qui m'a marqué quand même dans ton livre, tu dis on est alcoolique, donc N-A-I-T, et puis virgule, on est alcoolique, E-S-T.
Et j'ai été très marquée aussi par le fait que tu disais, bon, après, maintenant on sait qu'il y a un happy ending et qu'on va parler d'abstinence évidemment et de tout le rebond. Et tu disais, je ne suis pas responsable de ma maladie alcoolique, mais je suis responsable de mon abstinence. Donc, est-ce que c'était vraiment la faute à pas de chance? Oui, en fait, j'aimerais que tu me dises, on est alcoolique et naïveté. Il y a une forme de fatalisme dans cette phrase que finalement je refuse, parce que j'entends beaucoup de personnes me dire en fait c'est présent dans ma famille, donc j'ai pas le choix et donc je vais jamais m'en sortir parce que au-dessus de moi ils y sont pas arrivés. Ah, c'est bien que tu dises ça, oui. Bien sûr qu'on peut y arriver. Bien sûr, il y a de l'espoir, il y a des solutions, il y a des ressources, il y a des mains tendues qui sont là. Mais pour répondre à ta question, est-ce qu'on est alcoolique? En fait, je pense qu'on est avec des prédispositions. Oui. En fait, l'addiction, c'est une somme de facteurs de risque, avec une vulnérabilité individuelle, avec un environnement favorable et surtout une rencontre avec des produits ou des drogues, avec une forme de sensibilité à ces produits. Donc moi, je ne peux pas être d'accord avec la théorie qui dit qu'il y a un gène qui existe, qui serait vachement fataliste. Mon exemple est ma gémelléité, où en fait, avec mon frère jumeau, on est à 99,9% pareil en termes de gènes, mais lui n'est pas alcoolique. En revanche, je suis un profil très anxieux, hypersensible, et ça, ce sont des facteurs de risque. L'anxiété, l'hypersensibilité, mais on pourrait aussi parler de TDAH, voire de bipolarité et d'autres, on va dire, d'autres personnalités en fait. Oui. Est-ce que on peut parler de... Bon, je vais le dire au micro, il y a du bruit autour de nous, c'est comme ça, c'est Paris, il y a quelqu'un qui fait le ménage à côté. Voilà, on est dans le vrai, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des tempéraments addictifs en fait, quelque part ? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu dis dans ton livre, je suis passée d'une addiction du foot à une addiction... À partir de quand est-ce qu'un tempérament devient problématique? C'est vraiment... C'est une bonne question. Parce que aussi, on me dit, ok, l'addiction, on est tous un peu addicts, quoi. En fait, c'est de se recentrer sur ce que c'est une addiction. Il y a des comportements malsains avec des choses, des produits ou des comportements. Mais il y a l'addiction maladie. Oui. Et c'est deux choses différentes. On peut basculer de comportement malsain vers une addiction, mais tout comportement malsain n'est pas une addiction. L'addiction est une maladie, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est une maladie, c'est la déréglementation du circuit de la récompense, où en fait, cette hormone du plaisir, la dopamine, je deviens accro à cette recherche de dopamine. Ce plaisir, cette récompense. Et j'ai l'impression que cette récompense, je vais la trouver dans l'alcool. Parce que au début, et au début seulement, l'alcool m'apporte des choses positives. L'alcool m'apporte un apaisement, l'alcool m'apporte de l'intensité, me permet de masquer mes angoisses, de masquer mon hypersensibilité. Ça me permet d'être un Superman, en fait, doté de super pouvoirs avec... je peux être drôle, je peux être extraverti, j'ai l'impression d'exister dans l'alcool. Tout ce que tu voulais être, en fait. Tout ce que je voulais être. Oui. Parce que j'ai l'impression, en fait, je ne m'aimais pas. Peut-être là, on pourrait aussi se pencher là-dessus, mais ce manque d'amour, ce manque de confiance en moi peut être un trigger. Parce que grâce à l'alcool, je vais masquer tout ça, masquer tout ce que je n'aime pas chez moi. Quand je me regarde devant une glace, j'aime pas qui je suis. Et j'ai l'impression que la société ne valorise pas l'introversion, ne valorise pas la sensibilité masculine. Et j'ai l'impression que pour être aimé, il faut que j'ai un verre à la main avec toutes ces notions de virilité. J'existe dans l'alcool. Je me nie totalement. C'est de l'oubli. Sauf qu'au début, comme c'est très positif et que j'ai l'impression que je suis aimé, reconnu, et que j'ai des amis, et que j'ai des amoureuses, tout se passe bien au début. Mais petit à petit, ça a des impacts négatifs. Et en fait, on peut revenir à ta question. À partir de quand est-ce qu'on parle d'addiction? C'est les impacts négatifs. Et ça, c'est une question que l'on peut tous se poser, que l'on soit dépendant, pas dépendant. Est-ce que l'alcool ou une autre drogue ou un autre comportement a des impacts négatifs dans ma vie? Et quels sont-ils? Ça peut être de l'ordre psychologique. Est-ce que ça me met dans le mal? Est-ce que je dis des choses que je n'ai pas envie de dire? Est-ce que je fais des choses? Est-ce que financièrement ça me met en danger? Est-ce que je me mets dans des situations dangereuses?
Est-ce que quand je commence, je ne sais pas m'arrêter? Est-ce que quand j'essaye d'arrêter, ça ne fonctionne pas sur le long terme? Est-ce que aussi toute la le place, temps passé, toute la ça. place que ça prend dans ta tête en fait. C'est Parce que ça. on parle d'alcool, mais ça peut être du sexe, ça peut être le jeu, ça peut être plein d'autres choses quoi. Ce sont les mêmes mécanismes. Oui, exactement. Et le temps passé, c'est vrai, t'as raison, exprime très bien l'amplitude de son addiction, parce que le temps passé, c'est pas seulement le temps passé à consommer, c'est aussi un temps passé à réfléchir à sa consommation. Un temps qui, moi, me prenait parfois dès le matin, ou en mode est-ce que je vais pouvoir boire ce soir? Comment est-ce que je vais m'organiser pour boire? Est-ce que je vais être seul, pas seul? Comment me procurer de l'alcool? Finalement, des pensées qui m'extraient de l'instant présent. Je ne suis pas en connexion avec l'autre, je suis en connexion avec cette bouteille en permanence. Donc, Et j'entends une espèce d'absence de... En fait, tout ce livre, j'ai vu que des paradoxes, mais bon, nous sommes paradoxes, bien évidemment, mais c'est vraiment cette liberté que tu recherches, mais en fait, t'es emprisonné. C'est tout le temps une chose et son contraire. Tu tentes tout le temps... Ça s'appelle l'ambivalence. Ouais, et c'est vraiment... Ouais, c'est l'ambivalence, en fait. Et ce manque de liberté, cet alcool qui te rend libre, mais ce manque total de liberté, où les mensonges, les justifications, Alors, bon, les auditeurs n'ont peut-être pas lu ton livre. D'ailleurs, je le conseille vraiment à tout le monde parce que c'est vraiment une belle leçon de vie et ça peut s'adapter à on parle d'alcool, mais à plein d'autres comportements. C'est aller très loin, on peut le dire, hein. Baptiste, moi, c'est aller très loin. Je t'ai senti très bas. Je me suis mis dans la peau de ta mère. Je me suis dit, c'est pas possible. Il peut pas dormir dans la rue. Enfin, voilà, ça a été très très loin. Est-ce que tu peux peut-être mentionner est-ce que tu as envie de parler d'un ou deux malheurs qui t'est arrivé? Est-ce que l'alcool est responsable de ces malheurs? Bon, tu es tout à fait libre de dire ce que tu veux, mais c'est vraiment pour illustrer à quel point c'est allé loin et à quel point ton rebond est juste extraordinaire, quoi. Merci Delphine. Je témoigne pas pour raconter mon histoire, mais pour permettre à d'autres d'y voir de l'espoir, de la lumière. J'essaye de m'extraire de mon histoire, parce que c'est tellement déjà important de libérer la parole sur le sujet, d'être conscient des risques, de boire davantage en conscience, de se faire accompagner quand on n'y arrive pas. Et mon histoire peut servir, et j'essaye d'être acteur de ma maladie et de transformer toutes ces souffrances dans la transmission et de transformer en outil pour les autres, en fait. C'est vraiment important que je vous dise ça aujourd'hui. Il y a une honte quand même autour de cette maladie aussi, hein. Donc tu libères la parole, quoi. Tu permets aux gens de parler. C'est ça, c'est le lien, c'est de créer du lien. Le lien qui soigne. C'est une phrase qu'une addictologue m'a dite un jour, Micheline Clodon, qui dit que l'addiction est une maladie du lien qui se soigne par le lien. Ouais. Que c'est puissant, ça. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, mes liens que j'ai noués enfant, tissés avec des choses saines, par exemple des activités sportives, des amis, plein de choses, c'est remplacé par l'alcool. Et le seul lien que j'ai, c'est l'alcool au bout d'un moment. Donc essayons de remplacer ça par d'autres liens. Et c'est souvent des liens thérapeutiques, de se tourner vers les soins. En fait, on est en manque cruel de liens parce que l'alcool isole. Les drogues isolent. Je vais parler de certains drames aussi, hein. Oui. Alors, je peux en parler de 2. Tu fais comme tu veux, Baptiste, tu fais comme tu veux. Pour vous illustrer cette solitude que je pouvais vivre, à un moment donné, dans ma vie, vers 20 ans ou 22 ans, je décide de fuir mes problèmes. Et j'ai l'impression que en allant dans d'autres villes ou dans d'autres pays, ça va aller mieux. Je vais retrouver ce sentiment de liberté intense qui est assez propre chez moi. Je suis une âme libre. Et le temps d'un moment, ça se passe bien. Par exemple, à Marseille. À Marseille, j'ai des souvenirs traumatisants aussi parce que je découvre une nouvelle ville et j'adore cette ville. Une énergie de dingue, assez hétéroclite, beaucoup de culture, ça me passionne, je suis hyper curieux et je me sentais bien dans cette vibes, quoi. Sauf que l'alcool m'a rattrapé. J'avais ma valise, je la trimballais dans les rues
Et j'essayais à tout prix de trouver un endroit où dormir. Donc j'allais en soirée et j'échangeais avec d'autres étudiants parce que j'étais étudiant à l'époque et j'arrivais à trouver des canapés ou des lits. Enfin, mon objectif c'était de trouver un lit pour le soir. Et donc j'apportais ma valise en boîte. Le matin, quand tout le monde partait en cours, moi je me retrouvais seul et j'errais dans la rue tout seul. Je m'asseyais au coin de la rue sur le bitume et je commandais des pastis. Il y a une telle solitude. Ça coûtait 1 euro et pour moi c'était de l'argent bien investi. Et je pleurais seul, je rigolais seul. J'étais juste inconséquent. Et moi j'étais venu pour me faire des amis et je m'en suis fait 0 et je suis reparti au bout de quelques mois parce que maman avait cramé certaines choses et en fait ça a été hyper destructeur. Donc j'ai vécu ce type d'expérience aussi à l'étranger. Mais voilà un exemple où en fait... Où est-ce qu'elle était ta famille pendant... Elle était à Paris. Oui, mais ils n'ont pas vu tout ça de loin. Oui. Alors maman, elle était à la fois hyper présente, mais très absente. J'ai compris plus tard qu'elle a toujours été pas loin. Elle a tant fait pour moi dans ce qui est... Elle me cherchait, en fait. Elle venait me chercher quand je déraillais. Elle faisait tout Paris pour aller me retrouver. Mais pour elle, qui était encore dans le déni, elle pensait que c'était une crise d'ado ou de la dépression. Et pas la maladie alcoolique. Et pas la maladie alcoolique. Pour elle, c'était inenvisageable que son fils soit malade. Donc il y a aussi une forme de processus, d'espace-temps à suivre aussi de la part de l'entourage pour accepter que cette personne est alcoolique. Je parle beaucoup de patience, de temps, de confiance dans ce processus-là. Parce que c'est long. Parce que c'est long. Dans le livre, c'est long. Je suis franche avec toi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Là, il est temps là de venir le sauver. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Il est là, il dort dans le couloir, il est pas bien. Qu'est-ce qu'il fout ? Et donc, c'est important que tu dises aussi peut-être de la patience, de la bienveillance. On peut pas secouer, j'imagine... ou aller avec la force et la violence pour aller dire à une personne qui a une addiction, écoute maintenant mon vieux, ça suffit quoi. Ça marche pas ça. En tout cas, j'en avais pas besoin. Peut-être que certaines personnes dépendantes en ont besoin. Il n'y a pas une feuille de route à suivre. C'est vraiment... Il y a autant de formes d'alcoolisme que de personnes qui sont dépendantes. Et moi, j'avais besoin de me sentir aimé, de me sentir entendu. J'avais besoin de bienveillance, j'avais besoin d'amour et maman m'a apporté ça. J'avais pas besoin qu'on me dise « écoute, réveille-toi, arrête de boire hein, », parce qu'ensuite je rentrais dans des formes d'isolement supplémentaire où en fait, face à ces regards moralisateurs et que je vivais comme des agressions, je m'isolais davantage. Je ne pouvais, c'est le déni, hein, mais plutôt que de me confronter à qui je suis réellement, je vais m'isoler pour boire en cachette, pour avoir mes doses. Et donc j'ai beaucoup bu tout seul dans des parcs, tout seul dans ma piaule, et je mentais. Des justifications permanentes. On trouve toujours des bonnes excuses pour boire, mais si je me regarde en face, c'est un mensonge. C'est un mensonge. L'alcool ne me rend absolument pas ce qu'il me promet. C'est que de la souffrance supplémentaire, que de l'isolement. Et on tombe dans des prisons dans lesquelles on n'arrive plus à s'en sortir. C'est ça l'addiction. C'est des prisons, un manque de liberté, un manque de libre arbitre, parce que dès que je prends la première gorgée, je n'ai plus le choix. J'ai besoin de ce deuxième verre, j'ai besoin de ce troisième verre, et j'ai besoin de la bouteille entière. Tant que je prends pas cette première gorgée, j'ai le pouvoir de dire non. Je sens une telle profondeur chez toi, et de nouveau une ambivalence vraiment très très forte, parce que dans ton livre, tu dis j'étais un connard sans valeur, alors que c'est tout le contraire. Et je trouve que tout ce que tu dis aussi, c'est terriblement compliqué pour l'entourage, en fait, qui sait pas comment agir, qui sait pas comment faire, qui sait pas... Alors, je t'ai coupé un peu dans les malheurs qui te sont arrivés, et on va encore un tout petit peu en parler, cette solitude et tout ça, et puis on va arriver aussi au rebond. En fait, ta phrase m'émeut encore parce que c'est brutal de se décrire comme un connard. Ça vient je pense, d'une envie de mourir
et dans l'autodestruction la plus totale et d'être très très à l'aise dans l'autoflagellation, dans l'autodestruction, d'une manière assez malsaine. Peut-être que c'est comme ça, le temps d'un moment, que j'ai recherché la pitié et recherché l'empathie, mais c'est pour les mauvaises raisons. En fait, je recherchais cette envie d'être vu, que ma souffrance soit entendue, mais je l'ai fait de manière plutôt malsaine. Au fond, en fait, je ne m'aime pas suffisamment, donc je préfère être dans l'autodestruction. Et quand je vais bien, quand je vais mieux, c'est pas du tout naturel chez moi, donc j'ai envie de, à nouveau, me mettre un bâton dans la roue. Et c'est pour ça que c'est... Alors, je grille pas mal d'étapes, mais c'est pour ça que c'est difficile de stabiliser une abstinence, parce que quand on retrouve un meilleur sommeil, quand on retrouve moins d'angoisse ou une meilleure énergie, c'est absolument pas naturel. Ça me fait tellement flipper que je me dis « Ouh là là, attends, je vais retourner dans ma zone de confort. » Et c'est une zone de confort alcoolisée. En fait, peut-être que le véritable travail, c'est de se découvrir sans filtre, sans masque, et d'accepter finalement qui on est, d'accepter son authenticité, sa profondeur, mais d'être davantage dans l'amour de soi, parce que quand il y a un peu plus d'amour propre, il y a moins de raisons de se détruire. Je me suis retrouvé dans des situations très dangereuses qui n'ont pas favorisé cet amour propre. On finit par avoir un dégoût de soi, mais mortifère. Et l'alcool vient panser ces blessures. Et cet épisode dont que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'était un épisode traumatisant qui est arrivé à l'âge de 22 ans. Et à 22 ans, mes amis, ma famille commencent à me faire des reproches. Donc j'essaye de me contrôler. Et ce soir-là, j'y arrive, je suis super fier de moi. Je me souviens de ma soirée, j'articule, je suis en connexion avec les autres. Je suis super content. Ça veut dire que t'as pas trop bu? J'ai pas trop bu. Okay. Selon mes normes, parce qu'en fait, je finissais par être très tolérant à l'alcool. D'ailleurs, la tolérance, ça, c'est c'est un trouble de l'addiction. Si tu es tolérant, c'est que tu as besoin de plus pour atteindre les mêmes effets. Ah, je pensais qu'il y avait parfois certaines personnes qui étaient quand même alcooliques, mais qui étaient très vite bourrées, quoi. Ça existe. Oui, ok. Ça existe, bien sûr. Mais là, tu étais de plus en plus tolérant. Oui, tolérant. Et en fait, j'étais très fier de ma descente, très très fier de bien tenir. Pour moi, c'était très viril. Mais c'est quelque chose que je vois encore aujourd'hui chez d'autres. C'est cette association. Faire la fête égale bien tenir l'alcool, et donc je sais faire la fête. Mais en fait, être tolérant à quelque chose comme l'alcool, c'est bien le signe que tu as habitué ton corps et que tu as besoin de plus. Et que donc, en fait, tu n'es pas à la recherche du goût, mais tu es à la recherche des effets. Et moi, je m'en foutais du goût. J'étais là que pour les effets. J'ai besoin de ma dose, j'ai besoin de ressentir une anesthésie ou une euphorie, j'ai besoin de ressentir quelque chose. Mais on parle jusqu'au blackout, en fait, parce qu'on pourrait croire que voilà, t'as bu et tout ça, mais je te sentais, je me disais, mais il a même plus de lien, en fait, avec ses amis, parce que c'est des blackouts total. Est-ce que même tes copains, ils ont été super, les piou-piou, là, qui t'écrivent la lettre et tout, mais moi, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils ont pas un moment... Enfin, c'est des super copains, mais comment est-ce qu'ils ont pas un moment dit mais c'est un gros connard, quoi. Qu'est-ce qu'il fout? Enfin, en ça, je les adore, tes piou-piou, là, parce que ils sont extraordinaires, parce que tu pourrais te dire, mais attends, y a plus de lien, t'es seul à côté de ton baffle, avec qui est-ce que tu discutes, qui sont ces nanas qui se laissent faire? Je suis désolée, je suis un peu dure, là, mais, voilà, je t'ai encore coupé. Je suis désolée, Baptiste. Non, mais tu soulèves des points qui sont, en fait, déjà, comment veux-tu, à 20 ans ou 21 ans, avoir une forme de conscience sur le sujet? C'est compliqué. Alors oui, il voyait certaines choses. Il voyait le côté très pantin, très bourré, où on a besoin de le raccompagner à la maison parce qu'il est tout le temps ivre-mort. C'est un peu lourd à la longue, quand même. Hein. C'était probablement très drôle. Oui, ils en avaient marre. Ils en avaient marre, mais évidemment que c'était plus drôle. Mais c'était drôle pour personne. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne voyaient pas, notamment ces consos seuls, ces mensonges. Oui. Besoin de boire avant de les voir, besoin de boire après les avoir vus tout seul. Enfin, il y a plein de choses qu'ils ne voyaient pas. Solitude, donc, solitude. Les alarmes, ouais, c'est que de la solitude. Je reviens à l'épisode. Donc, on arrive en boîte, et en fait, évidemment que j'ai pris mon premier verre au Before, et que c'est du coup très difficile de me contrôler.
Et mes potes, ils sont plus là pour me surveiller, donc je commence à boire comme un trou. Et quand je bois, j'ai l'impression que je peux être pote avec tout le monde, que tout le monde est drôle. Vraiment un monde de bisounours. Et là, je rencontre un mec qui me tend un verre de whisky coca. Et je l'accepte, parce que c'est une dose gratuite. Et on discute, par politesse, on discute, mais après la fin de ce verre, je perds le total contrôle de mon corps. Et j'ai des flashs. J'ai plusieurs flashs. Le premier, c'est dans le taxi, seul avec lui. Le deuxième flash que j'ai, c'est sur son lit. Et il est en train de me déshabiller. Et il me viole. En fait, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, qui est si important pour moi, 2 choses. C'est que j'étais ivre-mort et que ces situations arrivent. Il suffit d'une fois, d'un excès, pour se mettre dans des situations très dangereuses. La conséquence, c'est d'être éclaté comme un puzzle, d'être détruit de l'intérieur. Et c'est fondamental, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut me faire du mal quand je suis bourré, mais surtout parce que je suis bourré. Et que ce mec m'a choisi parce que je suis bourré. Et j'en parle parce que c'est quelque chose dont j'ignorais l'existence. Je savais que ça existait pour les enfants, je savais que ça concernait aussi les femmes. Je savais pas que ça concernait les jeunes hommes de 22 ans hétérosexuels. Donc le viol existe aussi chez les hommes. Donc par pitié, faites attention, je vous en supplie en fait. Ok pour consommer, mais consommer en connaissance des risques, en conscience. Quand vous buvez, choisissez les raisons pour lesquelles vous buvez. Demandez-vous pourquoi vous buvez. Parce qu'un drame est si vite arrivé, j'en connais des centaines, des personnes qui ont été détruites dans l'alcool. Et pour ce mec, en fait, c'est peut-être une soirée lambda, mais moi, c'est l'hécatombe. Je me sens pourri de l'intérieur, c'est la gangrène en moi, avec un récurage sous la douche où je me gratte et l'odeur ne disparaît pas. Et je m'en veux tellement et je me dégoûte. Et la reconstruction, en fait, elle est longue, elle est douloureuse. Mais heureusement, après, parce que j'essaye de voir de la lumière, c'est que je l'ai tout de suite dit à ma maman. C'est quelque chose que je ne pouvais pas porter tout seul. C'était peut-être un drame en trop. Et donc, j'en ai parlé à ma maman on a fait les démarches, on est allé chez les flics. Et puis, elle m'a amené voir un psychiatre. Et ça a été peut-être le début, même si je picolais encore, ça a été aussi un des déclics où j'ai été en relation avec les soins. J'ai parlé, dites, en fait, osons parler. C'est ce qui m'a sauvé, entre autres. Et oui, j'ai eu l'impression que est-ce que c'était l'événement de trop ? Est-ce que tu l'as pas mentionné d'ailleurs à un moment dans ton livre ? Est-ce qu'il faut toucher le fond et donner ce coup de pied dans le fond pour rebondir? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as été en lien avec elle et que elle a parlé des alcooliques anonymes? Non, c'est pas à ce moment-là, c'est 2 ans plus tard. Ah, tu vois, je me fais pas mais j'ai l'impression que c'était vraiment l'événement de trop. Et qu'il y avait qu'il y avait une lumière. Est-ce qu'une lumière commençait à arriver? En fait, la lumière, à l'époque, j'étais retourné vivre chez maman. Et donc là, elle a pris en pleine face tous mes états alcoolisés et en fait qui j'étais réellement un pantin, en fait un esclave de l'alcool. Et donc c'est à ce moment-là, à 22 ans, qu'elle a pris conscience que c'était peut-être un peu plus grave que juste une dépression. Donc ouais, ça a peut-être été un début de lueur, mais j'ai encore mis 2 ans à arrêter totalement et encore pas mal d'excès. Baptiste, je pense que on va parler de... Tu vois, j'ai écrit AA ici. Je pense que tout le monde connaît AA. Il y a eu... Et moi, je t'avoue que quand ta mère a dit « Est-ce que tu as pensé aux alcooliques anonymes ?» Je me suis dit, voilà, il y a eu toute une chute et maintenant, on va commencer à remonter. C'est la phrase. Tu n'avais jamais pensé aux alcooliques anonymes avant ? Non, mais j'ai passé des années à essayer de me rassurer sur Internet, sur Google,
en gueule de bois à taper. Est-ce que je peux mourir d'une gueule de bois? Qu'est-ce que c'est être alcoolique? Et j'essayais toujours de me rassurer, à trouver des excuses pour ne pas être associé à ce terme. C'est un terme qui est lourd, hein. Alcoolique, c'est un mot chargé de représentation négative, c'est un mot tabou, et j'ai été influencé par ce que l'on voit dans les films, dans les séries, où en fait des personnes qui avaient tout perdu. Et moi, Baptiste, j'ai encore ma maman, j'ai mes frères, j'ai un toit. J'essaye, tu vois, de ne pas être associé à ce terme, alors que tout crève les yeux, tout suinte que je suis alcoolique, que je suis dépendant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dis encore « je suis un alcoolique » ? Aujourd'hui, je dis que je suis un alcoolique abstinent. Donc, tu te définis encore « je suis un alcoolique ». Je suis à l'aise avec cette formulation. Oui. C'est toujours une histoire de qu'est-ce qui me met à l'aise, avec quoi je suis à l'aise. Alors, c'est important d'être honnête avec soi-même, parce que de refuser ce terme et de repousser ce terme peut aussi rallonger les prises de conscience, en fait. J'ai besoin d'être honnête avec moi-même, de me avec regarder. Les autres, et avec les autres aussi, peut-être. Avec les autres aussi. Mais on entend souvent, plutôt dans les films américains, je suis sobre depuis, et je trouve ça merveilleux. On a presque envie de célébrer avec la personne. Je suis sobre depuis 8 ans, je suis sobre depuis 10 ans. C'est une manière peut-être un peu plus positive de le dire. Moi, je le dis aussi. Merci Baptiste. Non, mais parce que pour moi, il y a plus aucune honte à dire que je suis un alcoolique, parce que je suis déjà bien plus que ça. Ça ne me définit pas. Je ne peux pas nier qui je suis, mais... Mais tu n'es plus un alcoolique. J'essaye de ne pas oublier, oui. Parce que c'est si simple d'oublier et de considérer que c'est derrière moi, tout ça. Souvent, on me demande, mais quand est-ce que tu tournes la page? C'est bon. Non, en fait. Il faut que je sois vigilant. C'est pas une forme de prison, en fait. J'y gagne toute ma liberté dans cette abstinence. En fait, ça m'est arrivé à me croire guéri, à me croire suffisamment bien pour retoucher un verre, et en fait, là, c'est la redescente aux enfers. Donc, ça t'est arrivé 2 fois, non? Oui, 2 fois. Oui. Avant l'abstinence. Avant l'abstinence de maintenant. Mais donc, Baptiste, est-ce que c'est juste de dire, et je trouve ça, qu'en fait, arrêter de boire, c'est entrer en rémission pour toute sa vie? Je me le dis pas. Aux alcooliques anonymes, on essaye d'être au jour le jour. C'est un peu une méthode 24 heures à la fois. Alors moi, je vais un peu plus loin, c'est de parler d'un espace-temps où l'on se fait suffisamment confiance. Ça peut être 5 minutes par 5 minutes, mais ça peut être 48 heures à la fois. En fait, c'est de trouver un espace-temps où l'on se sait capable de tenir. Et si on y arrive, on peut renouveler cette expérience. Et quand ça devient difficile, recentrons-nous sur un espace-temps plus petit. Ok. 5 minutes par 5 minutes. Parce qu'en fait, ça peut être décourageant de se dire toute une vie. Mais je me le dis jamais, le plus jamais. Je me le dis pas. Moi, peut-être que je sais, je me fais suffisamment confiance pour dire, ce week-end, je vais pas boire. Mais même dans un mois, j'en sais rien. Ok, oui, évidemment que j'ai beaucoup plus confiance et que je le sais finalement que je vais pas boire. Mais au début, un mois, c'était peut-être trop long. Mais bien sûr. C'était 5 minutes, parce que ici, tu dis, on ne peut pas considérer la sobriété comme acquise, donc arrêter de boire, c'est un recommencement sans fin. En fait, je vais te poser une question. Est-ce que c'est encore dur tous les jours? C'est plus du tout comme avant. C'est plus du tout comme avant parce qu'il y a des choses qui sont actées, il y a je suis vigilant. J'ai mis des choses en place pour me protéger. Et je le vis plus comme une épée de Damoclès. Vu que c'est ancré, tout est plus naturel chez moi. J'y pense quasiment plus. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, des instants où quand je me sens seul, ou quand quand il y a une émotion qui est difficile, ou l'euphorie. Ou l'euphorie, oui, tout ça, en fait. Il y a peut-être une image, une idée, une petite envie d'alcool qui pointe au bout de son nez. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai les ressources, j'ai les clés pour fermer cette porte plus vite et de me rapprocher vers des choses qui me font du bien. En fait, on pourrait être découragé par ce plus jamais, ce renouvellement de toute sa vie. En fait, j'ai eu un déclic à un moment donné. Parce que j'ai attendu une ligne d'arrivée. J'ai attendu la ligne d'arrivée comme un 100 mètres où en fait on court rapidement et on arrive à la ligne d'arrivée et on se dit « Ah, j'ai gagné. C'est derrière moi. » Et mon déclic ça a été l'acceptation qu'il n'y avait pas de ligne d'arrivée. Que c'est un chemin,
que c'est un renouvellement, des mises à jour de soi-même, ce qui est bon pour moi, ce qui a été bon pour moi et qui ne l'est plus, de savoir se remettre en question, et c'est devenu finalement un peu un art de vivre. Oui, il y a des choses qui sont devenues très naturelles. J'apprécie ce chemin. Parce qu'au lieu de viser cette ligne d'arrivée, qu'est-ce que je vais trouver là-bas en plus? Eh bien, j'essaie d'être dans ce renouvellement, d'être dans la réalité, dans l'instant présent. Cet instant présent qui me terrorise parce que j'ai besoin d'un masque alcoolisé, j'ai besoin d'un filtre, j'ai besoin de fuir dans un monde. Ça a été difficile pour moi d'accepter cet instant présent, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me nourrit? Je dis pas que c'est facile, il y a des moments où évidemment j'ai envie de pas être dans l'instant présent, et en plus mes angoisses font que je peux me projeter dans le futur et ça m'angoisse, ou dans le passé, mais j'essaye d'être en lien avec moi, en lien avec les autres, et ça c'est être dans l'instant présent. J'accepte de vivre sans filtre. Au début, ça a été morose. Au début, ça a été sans vie. Mais maintenant, je peux vous promettre que c'est possible de vivre et de se sentir en vie dans l'abstinence parce que j'ai tout ce que l'alcool me promettait. J'ai accès à l'euphorie, je me souviens de ma vie. Putain, mais c'est tellement précieux, ça. J'ai des années aux oubliettes. Et là, je me souviens. Mais le passage devait être terriblement... il fallait tout réapprendre. Ah oui, parce il y a que une tu phrase parles dans mon livre c'est le fait d'arrêter à l'âge de 24 ans et de se retrouver nez à nez avec un nouveau Baptiste, inconnu. Qui a plus de masque, qui a plus aucun masque. Tu vois, tu le dis bien. Est-ce que j'arriverai à avoir un rapport sexuel sans alcool? Est-ce que je vais rencontrer une nana sans alcool? Est-ce que je vais... En fait, je sens une terrible angoisse de l'alcool, mais je sens une terrible angoisse de l'abstinence. Elle doit être terrible. On a tellement de mal à se mettre à nu totalement, et pourtant ça a été la voie qui m'a sauvé. D'accepter de l'aide, et de deux, d'accepter de se découvrir véritablement. Mais qu'est-ce que c'est dur! Qu'est-ce que c'est dur quand on s'est construit sur des croyances, des fausses croyances. Tout est éclaté, je suis en 1000 morceaux, et je dois essayer de recoller ces morceaux un à un. Mais en fait, pour vous montrer à quel point c'est difficile, c'est que l'entourage qui dit « Mais attends, il suffit d'arrêter », eh bien, j'avais pas encore les mots, mais maintenant je les ai. Et en fait, aujourd'hui, je leur dis qu'entre boire et arrêter, c'est choisir entre la mort et la mort. Oui. Parce que si je bois, évidemment que j'ai conscience que je me détruis et que je vais certainement tout droit vers la mort. Mais d'arrêter est tout aussi terrifiant que la mort, parce que c'est laisser tomber tout ce sur quoi je me suis construit. C'est terrifiant. C'est inconnu. Il est terrifiant. Et ça a été une forme de petite mort, parce que mes 3 premiers mois d'abstinence, j'ai très peu de souvenirs. J'étais en gueule de bois comme si j'avais bu, et j'étais pas bien du tout. Et l'envie de boire a été omniprésent, et c'était une traversée longue. Ça a été si long. Je comptais les jours, j'avais l'impression que c'était des mois qui passaient. Et je me remercie tellement de ne pas avoir lâché, d'avoir continué. Je voyais aucun sens à l'abstinence. Je me disais, mais à quoi ça sert? Je suis encore plus dans le mal. Heureusement, j'avais les soins, j'avais les alcooliques anonymes, j'avais ma famille, mes amis, ma maman, qui m'ont maintenu dans un cadre. Et une fois, un jour, j'en parle dans le livre comme le jour de l'illumination, mais j'ai su que j'étais sur le bon chemin, parce que j'ai recommencé à voir et à ressentir les choses. Et moi qui me sentais, qui pensais que l'euphorie et les émotions étaient seulement atteignables dans l'alcool, là, sans masque, en toute simplicité, j'ai vécu la joie. La vraie. La vraie. Déroutante cette première fois, mais de voir le ciel bleu, d'entendre les oiseaux dans le ciel, en fait, tous mes sens étaient en éveil. Et là, j'ai compris quelque chose. Je voulais anesthésier mes souffrances dans l'alcool, et en ce faisant, j'anesthésiais aussi mes joies, parce que l'alcool, c'est une anesthésie totale. Et je me suis privé de beaucoup de joie. Donc maintenant, je chéris ces moments de connexion avec l'autre.
Quand l'alcool, par exemple, on vient de passer les fêtes de Noël. En fait, on peut, chaque fois que tu dis alcool, on peut dire addiction, parce que ça peut être pour tout le monde. C'est tout. Oui, tu viens de passer les fêtes de Noël, je suis désolée. Oui, non, mais t'as raison, c'est que les addictions sont... Alors, c'est pas forcément pareil, mais en tout cas, les mécanismes sont pareils. Oui. Le mal-être est certainement commun, et on essaye de remplir un vide intérieur. Mais donc, voilà, ces fêtes de Noël qui viennent de passer pendant des années, c'était une occasion de se mettre une mine. Oui. Et les premiers Noëls sans alcool, je me disais, mais elle est où ma place ? Enfin, ça va être nul à chier, quoi. Et en fait, l'esprit de Noël, c'est pas l'alcool. L'esprit de Noël, bon, j'ai mis du temps, hein, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'esprit de Noël ? J'ai la chance d'avoir une famille. J'ai la chance d'être bien entouré. J'ai la chance qui est, par exemple, ce feu, cette odeur de feu de bois. Il y a le sapin, il y a les boules, il y a le bon repas. Il y a une forme de plaisir à être tous ensemble. Le lien. C'est le lien. Voilà, de nouveau, on y revient. C'est évidemment ce lien, mais j'essaye de déconstruire petit à petit tout ce que j'associe à l'alcool et d'essayer de voir qu'en fait, on peut trouver une forme d'apaisement et de sérénité ailleurs. En fait, il y a aussi cette forme de kiff à être dans l'euphorie, dans l'intensité. J'étais en fait dans des montagnes russes émotionnelles. Et aujourd'hui, qui l'eût cru que je privilégie une forme d'équilibre et que je chérisse l'apaisement, la paix intérieure. On pourrait croire que je suis devenu chiant. Non, mais parce que je sens... Mais il y a encore c'est toi, il y a encore tous les hauts et les bas, et heureusement que tu les ressens. Baptiste, tu sais, je vois le temps qui passe, et voilà, il faut quand même En fait, je crois qu'on pourrait faire 10 épisodes. J'aimerais qu'on parle encore, peut-être un petit mot sur la littérothérapie, parce que je voulais te demander si l'écriture de ton livre, je me répète à nouveau, je vous le conseille tous, si l'écriture de ton livre était ta thérapie, en fait. Et puis, un point très important, j'aimerais qu'on parle du pardon. Et ça, c'est vraiment, voilà, un point très important de ton livre, qui peut parler à tout le monde. Moi, je t'ai dit off micro que la phrase qui m'a le plus marqué, enfin, en fait, toutes les phrases m'ont marqué, mais c'est là pour être libre, il faut pardonner et se pardonner indéfiniment. Donc voilà, littérothérapie, un petit mot, et puis le pardon. Voilà. Et je te demanderai peut-être aussi, comme ça tu peux réfléchir, mais il faut pas que ça te distrait, ta définition de la résilience. Alors, la littérothérapie, c'est une forme de thérapie par l'écriture. Et donc, mon livre, D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée, a été écrit en littérothérapie, avec Judith Lossman, qui est devenue ma co-auteure, que j'embrasse parce qu'elle m'a tant aidé. Ce livre, c'est mon socle, c'est ce qui me permet d'avoir les mots aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être à l'aise avec mon histoire, de ne plus avoir honte, et c'est ce qui me permet d'être acteur de ma maladie aujourd'hui. Encore un petit mot sur la littérothérapie. Parce qu'on entend thérapie dedans, donc t'as fait du chemin, c'était la thérapie. Oui. L'écriture s'est faite pendant des séances de thérapie. D'accord. Donc c'est elle est thérapeute et à la fois écrivain. Elle a associé les deux. C'est génial. C'est incroyable. Enfin, de toute façon, l'écriture, elle est thérapeutique. Qu'on écrive pour soi ou que ce soit en thérapie, mais c'est une aide tellement précieuse. C'est peut-être ce que tu as ressenti à la lecture, c'est cette... chaque mot est pesé, à la virgule près, chaque mot est pensé. Et en fait, on a essayé ensemble d'écrire les mots exacts pour à la fois t'embarquer avec moi dans mon histoire, mais aussi pour expliquer les racines du mal. Et que toi, tu te soignes en même temps. Et je me suis soigné. Oui. Pour te dire, j'ai eu ce projet d'écriture pour aider les autres. Je savais pas que j'allais m'aider moi-même. Et ça a été un trésor, vraiment. Je suis très fier de cet ouvrage parce que il y a aussi tout ce que je ne retrouvais pas dans d'autres livres que j'ai pu lire, c'est cette profondeur, peut-être dans l'analyse, mais aussi une partie de la reconstruction que je retrouvais pas dans d'autres formes de témoignages. J'avais besoin de dire que c'est long, qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais que c'est possible. Moi, j'ai eu l'impression, en te lisant, que tu as fait tout un chemin thérapeutique et que ce livre aide les autres, ce livre te guérissait. J'avais l'impression d'avancer avec toi dans ta thérapie. C'est juste, hein? C'est très juste. Ouais. Il a pris combien de temps? Ça a mis 2 ans et demi. Oui, c'est ça.
Oui, et effectivement, chaque mot on sent vraiment le poids de chaque mot. Alors, c'est juste extraordinaire parce que on se retrouve, parfois, on comprend pas bien, on se retrouve dans des ambiances, puis il y a tous des esprits qui parlent et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est très vivant, il y a 3 parties, elles sont totalement différentes. Enfin, c'est vraiment un univers extraordinaire. Alors, le pardon. Le pardon. On pourrait croire que l'abstinence, c'est le fait d'arrêter de boire. Et c'est tellement plus. En fait, il y a aussi le pardon. J'ai dû me pardonner de ces états lamentables dans lesquels j'étais. J'ai dû pardonner, en fait, à ce Baptiste enfant qui ne cherchait qu'à aller mieux et qui a vu en l'alcool une solution et ensuite c'est devenu un problème. Mais à la base, Baptiste, il voulait être apaisé, il voulait aller mieux, il a vu en l'alcool un médicament, mais il n'a pas été suffisamment sensibilisé pour comprendre les risques, parce que l'alcool n'est pas un médicament et c'est tout le contraire. Et j'ai dû apprendre à pardonner ce petit Baptiste, de l'embrasser, de l'accueillir. J'ai dû pardonner aussi aux autres, pardonner d'avoir fait du mal aux autres, pardonner d'avoir été inconséquent, d'avoir fait du mal, d'avoir dit des choses que je ne voulais pas dire, d'avoir été une bête. Est-ce que je peux te couper juste une seconde? Est-ce que tu penses que si tu avais compris cette notion de pardon, tu t'étais pardonné plus tôt, tu aurais déjà pu faire ce chemin? C'est vraiment une valeur fondamentale en fait pour c'est sortir curatif. de ça. Oui, en fait c'est de t'accueillir tel que tu es, quoi. C'est ça. Oui. C'est ouvrir une porte qui en ouvrira des centaines d'autres, mais cette première porte, c'est la rencontre et d'essayer d'être tendre, d'avoir plus de douceur envers soi. Et en fait, il y a aussi beaucoup de colère dans l'alcool. J'étais en colère contre moi-même, dans l'autodestruction, mais aussi en colère contre le monde entier. J'ai dû aussi apprendre à soigner cette colère. Et ça passe aussi par le pardon. Et puis pardonner aux autres aussi. Évidemment. Pardonner aux autres, se pardonner à soi. Oui. C'est une phase qui est fondamentale. En fait, c'est peut-être comprendre pourquoi les autres étaient excédés, comprendre... C'est encore du lien, en fait. Oui. Un lien avec soi, le pardon envers soi-même et le pardon envers les autres, d'essayer de renouer des liens. Alors parfois, le pardon, on ne peut pas se faire pardonner de tout le monde, mais ça a germé en moi. Il y a eu un désir de demander pardon. Tu l'as fait à beaucoup de gens? J'ai eu beaucoup de discussions où j'ai demandé pardon. Demandé pardon au piou-piou, aux J'ai amis. demandé pardon au piou-piou, j'ai demandé pardon à maman, à des filles que j'avais, que les couples détruits. Et puis peut-être aussi mon livre, d'avoir trop trinqué. Pour toute personne qui le lit, c'est aussi une forme de pardon. Mais si tu veux rajouter un petit mot sur le pardon selon toi. Oh, tu me demandes, moi, c'est pas comme ça que ça se passe, les podcasts. Non, on fait pas alors, on fait pas. Non, écoute, eh bien voilà, je vais te dire de manière, je suis très émue et je dois encore demander pardon et pardonner. Et donc c'est pour ça que j'ai été très marquée par le pour être libre, cette forme de liberté. Oups, je crois que je vais m'arrêter, Baptiste, parce que moi je suis une madeleine quand je suis émue. Et vraiment, Baptiste, merci de tout cœur. Je vais te demander ta définition de la résilience. Pour moi, la résilience, c'est d'oser traverser les épreuves. En fait, déjà d'accepter que la vie n'est pas rose. Ça a été un long combat pour moi parce que j'espérais que l'abstinence soit belle tout le temps. Et en fait, non, c'est d'accepter d'être dans la réalité et la vie a des hauts et des bas. Mais au moins, je choisis de traverser ces épreuves sans filtre, sans alcool, sans masque. Et si j'arrive une fois à traverser une épreuve, c'est ça qui va me permettre petit à petit de développer des clés, des ressources, de me sentir capable d'affronter les choses. Et c'est ça qui va m'amener de la résilience. Donc presque comme si c'était un muscle, chaque petite victoire builds up, je sais pas, construit ta résilience. C'est ça. Alors tu sais, la fin de ton livre, la dernière phrase, enfin, il
Il y a plein de petites parties, en plus des petits bonus dans le livre qui sont... Voilà. Hier, il était enchaîné. Aujourd'hui, il est libre. Mais la boucle est bouclée parce que au début de ton livre, c'est l'alcool qui te rend libre. Et ton éducation et la pression qui t'enchaînent. Et donc là, on se dit, ça y est, il est libre. Comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast, Baptiste ? En fait, ce qui m'apaise aujourd'hui, c'est d'avoir trouvé sens à ma vie. Ce vide intérieur, j'ai essayé de le nourrir d'autres manières. Maintenant que j'ai plus l'alcool, c'est d'essayer de me construire un environnement où l'envie d'alcool sera moindre. Et ça passe par trouver sens à sa vie, trouver sens à son abstinence. Je suis hypersensible, donc cette quête de sens, d'authenticité, la profondeur des liens, c'est moi, c'est qui je suis. Donc ce sens est vital pour moi. Et lors de l'écriture de mon livre, j'ai découvert le patient expert. Et un patient expert, c'est un ancien malade qui se forme et qui ensuite accompagne des personnes qui souffrent de la même maladie que lui. Donc moi, j'ai été formé par les hôpitaux de Paris et aujourd'hui, ma vie, en tant que patient expert en addictologie, c'est d'accompagner des personnes qui souffrent d'alcoolisme, mais aussi de faire de la sensibilisation dans les écoles, les lycées, post-bac, mais aussi des ateliers en entreprise de sensibilisation. Et petit à petit, j'essaye de libérer la parole, ou en tout cas de transmettre l'espoir d'un possible sans alcool, de montrer qu'il existe une vie sans alcool. Donc, je suis là aussi pour vous dire que c'est possible. J'y croyais absolument pas. Je pensais que la mort était la seule solution. Et je ne regrette pas d'avoir choisi la vie, donc osez demander de l'aide, osez en parler. Osez surtout vous rapprocher de semblables, de personnes qui vont vous sentir que vous avez le droit d'exister. Soyez en lien, mes amis. Merci Baptiste. Alors, on peut te trouver, on peut travailler avec toi. Donc, c'est pas spécialement que par les hôpitaux. Donc, quelqu'un qui a besoin d'aide peut te contacter directement. Est-ce que tu fais des consultations par visio aussi ? Oui, par visio. Donc, ça peut être en Belgique, ça peut être en Suisse, ça peut être au Luxembourg. Oui. Voilà, parce que c'est pas facile. Et c'est vrai qu'à la fin du livre, j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu as cette conférence et les gens te posent des questions. C'est déjà d'en parler. Est-ce que déjà d'en parler, c'est déjà un pas énorme ? Pour moi, en parler, c'est déjà en guérir. Oui, je pense que c'est une bonne conclusion. Merci Baptiste. Merci Delphine. Quel beau moment avec toi. Merci de ton invitation. Merci de tout cœur. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.